Aujourd'hui, comme vous pouvez lire, on va parler de tuberculose. Ceci s'inscrit dans ce dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'idée d'explorer et de discuter des pathogènes à développement intracellulaire et plus spécifiquement l'immunité contre ces pathogènes. Vous vous souvenez la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, pardon, que j'ai parlé des infections à salmonelle et que Jean-Pierre Gorvel est venu vous parler de Brucella. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mycobactéries, donc tuberculose, et Marc Lecuy qui est là vous parlera ensuite de l'hystéria, la listériose. Donc, ce seront les modèles. Comme, évidemment, c'est une discussion non exhaustive sur le sujet, parce que si on voulait, on pourrait y passer des jours et des jours et des cours à évoquer tous les microbes à développement intracellulaire responsables de maladies chez l'homme et la façon dont on se défend contre eux. Mais ça ne sera pas le cas. Je pense que quelques exemples suffisent pour illustrer les questions, en partie non résolues, tant sur un plan la compréhension des choses que sur un plan médical. Alors, le plan du cours aujourd'hui sera d'évoquer la bactérie elle-même, Mycobacterium tuberculosis, et ses proches parents, la maladie, la tuberculose, la physiopathologie et en particulier le rôle des granulomes et comment ceci évolue. Nous discuterons des effecteurs des réponses immunitaires antimycobactéries, d'éléments de génétique humaine, donc des facteurs de prédisposition génétique à la survenue d'infections par les mycobactéries. On essaiera de discuter la question de savoir si on peut prédire l'évolutivité de l'infection chez les sujets une fois qu'ils ont été contaminés par Mycobacterium tuberculosis. On évoquera, comme on l'a fait pour d'autres micro-organismes, les facteurs de résistance développés par Mycobacterium tuberculosis contre les réponses immunes. On discutera de la question du vaccin, au-delà du BCG que vous connaissez tous et que vous avez probablement pour beaucoup d'entre vous reçu dans votre enfance. Et puis, nous essaierons de conclure sur ces questions. Donc, Mycobacterium tuberculosis fait partie d'une famille, qui est la famille des mycobactéries, qui comprend un très grand nombre d'autres micro-organismes. Celui qui est, sur le plan de pathologie humaine, important également, c'est Mycobacterium leprae, par définition, comme son nom l'indique, responsable de la lèpre, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont habituellement non pathogènes chez les sujets immunocompétents, comme Mycobacterium bovis, dont le nom est cité sur cette diapositive, mais beaucoup d'autres qui sont présents dans l'eau et dans l'air, et encore une fois, qui sont peu pathogènes ou même pas pathogènes pourvu que la réponse immune soit normale. Pour ce qui concerne du bacille de la tuberculose, qui prend selon une coloration particulière classique en médecine, bacille acido-alcoolo-résistant, donc ce sont ces petits bâtonnets qui apparaissent en rouge sur cette photo. Donc cette bactérie, évidemment majeure compte tenu de ce qu'est la tuberculose, a été découverte par un chercheur allemand, Robert Koch, qui était un des grands concurrents de Pasteur. Ça se passe un petit peu plus tard, puisque vous pouvez lire que cette découverte date de 1884. Donc c'est un bâtonnet à développement aérobie. Le génome de Mycobacterium tuberculosis est connu grâce à l'actuel directeur de l'Institut Pasteur depuis quelques mois, Stuart Cole. Et c'est un micro-organisme assez complexe. Vous pouvez lire qu'il comprend plus de 4000 gènes, environ 4000 protéines, pas exclu qu'il y en ait d'autres qui n'aient pas été encore identifiées. Et beaucoup de ces protéines sont impliquées dans les fonctions métaboliques, on en parlera un petit peu, et notamment associées à la paroi de la bactérie. Je ne vais pas entrer dans trop de détails sur ces questions. Je saute l'avant-dernière ligne sur laquelle je vais revenir dans un instant pour évoquer le fait donc, que ces mycobactéries s'inscrivent dans le cadre de bactéries à développement intracellulaire. Elles se multiplient exclusivement au sein des macrophages et elles peuvent survivre en milieu extracellulaire. Vous avez une image de ces bâtonnets présents en grand nombre à droite. Alors, il y a un aspect que je trouve assez intéressant à évoquer une seconde, c'est que on sait grâce aux études de génomique, et je vais vous en montrer une dans un instant, que Mycobacterium tuberculosis évolue, ou coévolue plus exactement, avec l'espèce humaine depuis longtemps. On estime à cette coévolution, donc le fait que cette bactérie infecte l'homme, depuis au moins 70 000 ans. Et que le génome, évidemment, de Mycobacterium a évolué au cours du temps, le génome humain a évolué au cours du temps, chacun cherchant à contrôler l'autre. Alors, c'est illustré par un assez joli travail qui a été publié par une équipe espagnole il y a 5 ans, où ils ont reconstitué l'arbre phylogénétique de Mycobacterium tuberculosis en séquençant toute une série de souches isolées donc de patients, comme vous pouvez lire, de 259 souches de mycobactéries donc trouvées dans le monde, et ils ont reconstitué, associé donc à différentes populations, et grâce à l'étude
de ces séquences et de la diversité des séquences, ils ont pu reconstituer, comme on peut le faire en génétique en général, l'arbre évolutif de Mycobacterium tuberculosis. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que la reconstitution de cet arbre mime à peu près l'histoire de l'humanité. Donc, ce qui est un élément évidemment non démonstratif, c'est impossible, mais qui suggère extrêmement fortement qu'effectivement, et vous allez avoir une autre évidence dans une seconde, que mycobactéries et espèces humaines ont évolué ensemble. En effet, si on date donc les différents points d'embranchement de la diversification de Mycobacterium tuberculosis, on constitue une histoire de ce type et une géographie avec un point d'embranchement environ à 70 000 ans qui se situe en Afrique, dans la région du Rift, dont on sait qu'est partie les premières migrations humaines, le Out of Africa, la colonisation progressive de l'ensemble de la Terre à partir d'espèces humaines. Et vous voyez qu'ensuite, il y a des points de diversification un peu plus récents, environ 40 000 ans, qui se situent à la frontière entre le Proche-Orient et l'Europe, et la diversification de différentes espèces, sous-groupes plus exactement de mycobactéries, qui ressemblent encore une fois étrangement, si j'avais mis une carte à côté de l'évolution de l'espèce humaine et l'immigration, c'est tout à fait parallèle. Et le second élément qui va dans le même sens, qui est issu de ce même travail, c'est si on étudie cette fois-ci la diversité, si on compare la cinétique de diversification du génome de Mycobacterium tuberculosis et de la diversification de l'ADN mitochondrial humain, on s'aperçoit qu'il y a une accélération de la diversification qui est survenue dans la même période, c'est-à-dire environ autour d'il y a 10 000 ans. Donc vous avez la courbe en bleu, c'est en fonction du temps. Ici, on est il y a 60 000 ans et on arrive ici à la période moderne. La cinétique avec laquelle le génome se diversifie, et ici c'est encore une fois l'ADN mitochondrial. Vous voyez que ce n'est pas du tout linéaire, curieusement, enfin apparemment curieusement, et qu'il y a une accélération assez nette dans la période qui se situe il y a environ 10 000 ans. Et si on suit la courbe de la diversification du génome de Mycobacterium tuberculosis, en rouge, vous voyez qu'elle est tout à fait parallèle à la courbe bleue. Le fait qu'il y ait une accélération de la diversification des génomes et de l'homme à travers l'analyse de l'ADN mitochondrial, donc en l'occurrence des femmes, puisque, comme vous le savez, l'ADN mitochondrial est transmis par les femmes, et la diversité du génome de mycobactéries, le fait qu'il se diversifie à la même cinétique, indique que très probablement cela est dû à une augmentation de la densité et de la population humaine et de la densité de mycobactéries au même moment. C'est-à-dire plus il y a d'individus, plus on a une chance de voir une diversification, l'apparition de nouveaux variants du génome, et idem pour les mycobactéries. Donc le parallélisme de cette cinétique suggère qu'au même moment, l'accroissement de population humaine, en gros c'est la période du début de l'agriculture et de l'élevage, donc meilleures conditions de vie pour les hommes, est parallèle avec un accroissement de la diversité de mycobactéries, donc probablement un accroissement du nombre de mycobactéries, de la diversification de souches. Autrement dit, à nouveau, tous ces éléments plaident en faveur, même s'ils ne le démontrent pas formellement, c'est impossible, que les deux ont coévolué ensemble et que la diversification du génome de mycobactéries, donc liée à sa densité croissante, est liée au fait qu'il y avait plus d'hôtes, d'êtres humains, qui étaient susceptibles d'être infectés. Voilà, je trouve que c'est un élément assez intéressant d'évolution, de coévolution plus exactement de l'homme et de Mycobacterium tuberculosis. Alors la tuberculose, comme vous le savez, a été et est encore dans une certaine mesure un fléau, une maladie majeure. On estime, je pense que ce chiffre est assez spectaculaire, qu'au cours des 2 derniers siècles, 1 milliard d'êtres humains sont morts de tuberculose. C'est quand même assez considérable. Je ne pense pas, je me tourne vers Marc Lecuy pour qu'il m'aide à éviter de dire une bêtise, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres maladies infectieuses qui aient causé autant de décès en 200 ans. Je ne crois pas. Donc c'est la maladie infectieuse qui a tué le plus d'êtres humains autour des 2 derniers siècles, des 200 dernières années. Et ce n'est pas que le faire passer, même si heureusement la mortalité, comme on va le voir dans un instant, de la tuberculose a considérablement régressé par rapport à ce qu'elle a été. Mais il y a encore des nouveaux cas de tuberculose, une transmission de la maladie et des décès. Vous pouvez lire par exemple qu'en 2014, on estime que dans le monde, dans les chiffres de l'OMS, près de 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose. Tuberculose maladie, on va parler ensuite
de la tuberculose infection, et qu'il y a eu 1,5 million de décès de tuberculose en 2014. Un des aspects, une des problématiques actuelles de la tuberculose, ce n'est pas la seule, c'est la co-infection avec le VIH. Peut-être vous vous souvenez de ce que je vous ai dit lorsqu'on a discuté de l'infection par le VIH. C'est que la co-infection d'individus infectés par le VIH par Mycobacterium tuberculosis est responsable d'une maladie grave, j'en dirai un mot tout à l'heure, et parmi les chiffres que vous lisez au-dessus, parmi les 9 600 000 cas de tuberculose, 13% sont des situations de co-infection avec le VIH, et ceci est responsable de 430 000 décès par an. Et c'est en particulier dans ces populations se développent d'une part des tuberculoses plus graves du fait du déficit immunitaire, et aussi que sont sélectionnées des mycobactéries multirésistantes, donc plus difficiles à traiter secondairement. Alors ça, c'était les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, que vous connaissez en fait bien évidemment, c'est qu'en gros, au cours du XXe siècle, on a observé une régression spectaculaire de l'incidence de la tuberculose, liée à plusieurs facteurs. Certainement, en premier lieu, l'amélioration des conditions de vie, meilleure hygiène, moindre promiscuité, donc moindre transmission interhumaine de la bactérie. Amélioration du diagnostic, amélioration des traitements, ça c'est relativement récent, parce que les antimycobactériens, les médicaments antimycobactériens sont apparus en gros au moment de la Seconde Guerre mondiale et ont commencé à être utilisés après 1950. Il y a eu d'abord des médicaments isolés, la streptomycine, l'isoniazide, et puis d'autres molécules, d'autres classes de molécules sont apparues ensuite, permettant aujourd'hui d'utiliser des combinaisons de médicaments actifs. Néanmoins avec cette notion de résistance acquise possible. Et j'ai mis entre parenthèses la vaccination, le BCG, qui s'est développé à partir des années 20, mais dont on verra à la fin de l'exposé que, certes, cette vaccination a un effet protecteur, mais en fait assez modeste. Donc, si on regarde les courbes qui sont en bas de cette diapositive, elles vous montrent, elles vont illustrer le propos. Ici, des statistiques concernant la mortalité liée à la tuberculose dans les pays riches, à médecine développée. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose dans des pays dont la médecine est moins développée. Vous avez les courbes du Japon, des États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas. Donc elles sont tout à fait parallèles. Donc on est ici, le début de l'échelle, c'est 1900, et on arrive ici, en gros, aux années 2000. Vous voyez que et on est à peu près en plateau, c'est une échelle logarithmique. Donc ici, on est à des taux de 100, j'ai oublié l'unité, on va dire, lorsqu'ici on est 1, 10 et 100. Vous voyez qu'il y a une décroissance, mais assez modérée entre 1900 et 1940, légère décroissance, malgré l'introduction du BCG ici. Et là, aux alentours de 1940, c'est la découverte du premier médicament efficace contre les mycobactéries, la streptomycine, puis ensuite, il y en a d'autres, l'isoniazide en particulier. Et à partir de ce moment-là, on observe une décroissance tout à fait spectaculaire. Je vous rappelle que nous sommes à l'échelle logarithmique, donc il y a une décroissance d'un facteur de plus de 100 entre le taux de mortalité juste après la guerre, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et la situation actuelle. Vous avez ici les données pour la France métropolitaine concernant la morbidité et la mortalité. Donc la courbe supérieure, c'est bien sûr la morbidité. Donc ici, dans les dernières années, dans les années 70 jusqu'à presque maintenant, vous voyez qu'il y a une poursuite d'une décroissance de la maladie tuberculose, puisque ici, on était à 60 nouveaux cas pour 100 000 personnes par an en 1972, alors que maintenant, le chiffre n'est plus que de 9, ce qui est tout à fait significatif, mais ce n'est pas zéro, on va voir quelques données ensuite, et la mortalité, qui était déjà assez réduite dès les années 80, de l'ordre de 3,7 pour 100 000, est tombée à 1 à 2 aujourd'hui. Donc, la situation est évidemment considérablement améliorée, mais la problématique n'a pas disparu, même de France. Et à l'échelle mondiale, c'est encore moins le cas. Vous avez ici des données qui s'arrêtent à 2012 à peu près, mais il n'y a pas de variation significative depuis, qui vous indique l'incidence de la tuberculose à l'échelle mondiale, par ailleurs en divisant les cas en deux groupes. La courbe en noir correspond aux infections chez des patients non infectés par le VIH, et la courbe en rouge chez des gens infectés par le VIH, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vous voyez que la situation n'est pas vraiment une décroissance. Il y a même une légère croissance du nombre de cas ici, peut-être une amorce de décroissance depuis 5 à 10 dernières années, dans les 5-10 dernières années, mais on est toujours à peu près aux alentours de 8-9 cas par million de personnes dans le monde.
Et il y a même eu, comme vous pouvez le voir, une certaine accentuation du nombre de cas chez des sujets non affectés par le VIH au cours de ces dernières années. Donc la problématique reste présente. Elle est totalement inégale à l'échelle mondiale. C'est l'incidence de la tuberculose, des nouveaux cas de tuberculose en 2011, l'année 2011. Et donc, plus l'intensité de la couleur bleue est forte, plus il y a de cas de tuberculose. Vous avez l'échelle ici, entre 0 et 24 cas pour 100 000, jusqu'à plus de 300. Donc vous voyez que la tuberculose est particulièrement fréquente et reste une problématique importante en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, mais également en Asie, en Inde et encore plus dans l'Asie du Sud-Est, et en Russie. Au Groenland est un tout petit peu anecdotique dans cette affaire, vu le nombre d'habitants. Enfin, n'empêche que ça, c'est la répartition mondiale. Et si on regarde ce qui se passe, et c'est le plus problématique en termes de sévérité et d'évolution épidémiologique de la maladie, compte tenu du risque de transfert de contagion par des mycobactéries multirésistantes aux différentes drogues disponibles, environ 500 000 cas par an, mais que la carte n'est pas tout à fait la même que la précédente. C'est plus l'Afrique qui domine, si je puis dire. Les formes les plus sévères, enfin multirésistantes de tuberculose aujourd'hui sont observées en Inde et en Chine, avec plus de 60 000 cas annuels, mais qu'en Russie aussi, par exemple, c'est une problématique qu'on retrouve, cela dit, partout. Il n'y a aucun pays indemne, en France, dans l'Europe occidentale en général. Il y a peu de cas, mais il y a des cas, et donc un risque de reprise d'une dissémination de la tuberculose à partir de ces formes multirésistantes difficiles à traiter. Voilà. Alors, quelle est l'histoire naturelle de la tuberculose? Comment les choses se passent? L'élément principal, c'est que la transmission est interhumaine sous forme d'aérosol, donc via la toux et les microbes présents dans les particules de l'aérosol que relarguent les personnes qui ont une tuberculose avec cavité et qui sécrètent des bactéries. On va y revenir. Un point extrêmement important qu'il faut considérer, qui n'est pas simple à comprendre et qui n'est toujours pas compris, c'est que parmi 100 personnes qui sont infectées par le bacille de la tuberculose, seulement 10% donc, vont développer une maladie tuberculose. Les 90 autres n'ont pas de maladie. Ils ont une infection latente, on va en reparler dans une seconde, mais ne développent pas la maladie. Et on ne sait toujours pas pourquoi, parmi 100 personnes infectées, 90 restent indemnes de toute maladie et 10 vont être malades. Il y a certainement des facteurs génétiques, on va en dire un mot tout à l'heure, mais les choses sont loin d'être comprises. En pratique, donc si on prend 100 personnes qui sont infectées de novo, donc qui n'ont jamais été en contact avec la mycobactérie et qui n'ont pas été vaccinées, 5%, donc 1 sur 20 va développer une tuberculose dans les 18 mois qui suivent la contamination. 5% vont développer une tuberculose au-delà de 18 mois, voire parfois longtemps après. Ça peut se chiffrer en dizaines d'années. Et donc 90% ne vont jamais développer une tuberculose. Donc c'est une caractéristique très particulière, enfin pas unique, mais très particulière de la tuberculose et qui révèle évidemment des questions intéressantes. Est-ce que c'est lié aux souches mycobactériennes? Est-ce que c'est relativement peu probable, bien qu'elles puissent évidemment jouer un rôle? Est-ce que c'est lié donc ça peut évidemment être lié par exemple au nombre de particules qui provoquent l'infection, à l'éventuelle co-infection d'éléments médicaux qui sont présents au moment de l'infection, mais ça peut être dû aussi à la variation, à la variabilité de l'efficacité de la réponse immunitaire dont on va parler ensuite, de l'hôte qui est infecté par Mycobacterium tuberculosis. Donc la notion d'infection latente est absolument clé, je vais essayer de l'illustrer ensuite. La définition de ces 90% de personnes qui ont été infectées mais qui ne sont pas malades sont des sujets chez lesquels on peut mettre en évidence des tests tuberculiniques positifs, c'est-à-dire l'évidence d'une réponse immune des lymphocytes T, ou si on le cherchait d'ailleurs aussi des lymphocytes B, contre mycobactéries. Si on prend les choses historiquement, il y a très longtemps, la fameuse QTI de notre enfance, ou les intradermoréactions, aujourd'hui des tests distincts qui permettent de mesurer la réactivité de lymphocytes T contre des antigènes issus de Mycobacterium tuberculosis. Par définition, c'est une absence de symptômes, il n'y a pas de maladie. Et le fait évidemment important, c'est qu'on sait que chez ces personnes, il persiste des granulomes, on va voir ensuite ce que sont ces granulomes, au sein desquels il peut y avoir des mycobactéries tuberculosis qui sont séquestrées au sein de granulomes avec
qui est contrôlée, mais pas complètement au point de disparaître. Les situations disparaissent, où la maladie disparaît complètement, existent certainement, mais aussi une situation où la mycobactérie est juste contrôlée, mais pas sans qu'elle provoque d'infection. Donc cette notion est tout à fait intéressante et importante. Si on revient à la tuberculose maladie, et si on considère l'histoire en l'absence de traitement, donc l'utilisation de tout médicament antimycobactérien, tel que ça a été le cas jusqu'à la fin de la première moitié, en gros, du XXe siècle, un tiers des patients décédaient dans l'année qui suivait l'infection, donc c'est considérable, avec une maladie rapidement évolutive. 40% supplémentaires décédaient en 5 ans, et seulement 26%, un quart, guérissaient spontanément. Beaucoup de ces personnes étaient ceux qui vivaient dans les sanatoriums, dans les montagnes en particulier. Je vous suggère, si ça vous intéresse, la lecture du livre de Thomas Mann, La montagne magique, qui paraît sur d'autres plans, qui, indépendamment de la discussion de la tuberculose, est très intéressant, mais qui typiquement reflète la situation de ces personnes qui ont une maladie évolutive, qui n'est pas traitée et qui finit par les tuer plus ou moins rapidement. C'est exactement la situation de ce roman. Encore une fois, je recommande la lecture si vous ne l'avez pas lu. Et donc la maladie la plus fréquente, la plus typique de la tuberculose, c'est évidemment la tuberculose pulmonaire. Je pense que vous savez cela, qui provoque les manifestations cliniques qui sont évoquées ici. Je ne vais pas insister. Une toux chronique, une perte de poids, donc ça provoque une altération de l'état général, de la fièvre variable, des sueurs, des crachats, donc contenant beaucoup de mycobactéries susceptibles d'infecter d'autres personnes. Hémoptysie, c'est-à-dire des saignements parce qu'il y a une rupture de la paroi des vaisseaux sanguins par les lésions au niveau des bronches et des poumons, et une anorexie, c'est-à-dire une perte de l'appétit. Donc, ce sont les symptômes typiques de la tuberculose pulmonaire. À quoi ça ressemble? Quelques images de radiologie classique. Vous avez ici une image souvent de primo-infection, où vous voyez une adénopathie, c'est-à-dire l'augmentation de volume d'un ganglion lymphoïde qui est situé dans le médiastin, ici avec un infiltrat pulmonaire tout autour. Une image qui est assez typique, enfin, qui n'est pas forcément l'image la plus fréquente, mais relativement sévère d'une infection de l'enfant, c'est la miliaire tuberculose, c'est-à-dire la présence de petites taches blanches, toutes petites mais en très grand nombre, sur l'ensemble du poumon. Donc il y a une dissémination de l'infection sous forme de ces multiples images qui correspondent à des granulomes dont on va parler ensuite. Et l'évolution de la maladie, lorsqu'elle évolue mal, elle évoluait mal, donc parfois encore elle évolue mal, c'est la constitution de cavités, des cavernes, comme on a dit dans le passé, vous en avez un exemple ici, par destruction du tissu parenchymateux pulmonaire, et qui contient évidemment un certain nombre de bactéries et qui sont relarguées au cours des crachats. Cette cavité, vous en avez une image ici, d'une coupe en image de scanner d'un thorax d'un patient. Mais la tuberculose n'est pas que pulmonaire, elle peut être extrapulmonaire, comme vous pouvez lire dans 10 à 40% des cas, avec des atteintes de à peu près tous les viscères, de tous les tissus de l'organisme. Tissu ganglionnaire, sous forme d'adénite, vous en avez une image ici, notamment chez un enfant, l'atteinte de pleurésie génito-urinaire. Dans le temps, on parlait beaucoup de tuberculose rénale, d'atteinte du rein, donc, qui était possible. Évidemment, c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. Tuberculose osseuse, le mal de Pott, peut-être ce mot vous dit quelque chose, avec des destructions des corps vertébraux, comme on l'observe ici, ou une atteinte des disques intervertébraux. Méningite, qui est une forme évidemment très sévère de la maladie qu'on observait en particulier chez les jeunes enfants. Atteinte gastro-intestinale, péritonéale, etc. etc. Donc les formes extrapulmonaires sont aujourd'hui rares, relativement rares, favorisées par un déficit immunitaire, donc typiquement dans le contexte de l'infection par le VIH. Par exemple, on sait que chez des individus atteints d'infection par le VIH et qui ont un déficit immunitaire qui font qu'ils ont à peu près entre 75 et 200 lymphocytes T CD4, donc c'est assez bas, mais pas totalement nul, donc, par millimètre cube de sang, plus de la moitié vont développer une tuberculose extrapulmonaire. Et les individus qui ont un déficit immunitaire très profond, avec très peu de lymphocytes T CD4, moins de 75, 100% d'entre eux développent une tuberculose disséminée, avec plus ou moins de ces manifestations, et une évolution qui est évidemment plus délicate, plus difficile à traiter, ce d'autant, encore une fois, que c'est dans ce contexte qu'on observe beaucoup d'infections par des germes multirésistants. Voilà. Alors, cette fameuse cavité pulmonaire, on va y revenir sous différentes formes. Au sein de l'infection, il y a une nécrose des tissus et une évacuation via les bronches. Donc, c'est
J'aime bien ce dessin qui date de 1883, donc c'est à peu près la période où Koch a découvert le bacille. Donc il y avait des pathologistes qui savaient très très bien dessiner, et donc qui montrent ici une image d'un tissu infecté, caséeux, on y reviendra, mais vous voyez que la partie centrale a disparu, elle est partie dans les bronches, elle a été évacuée par expectoration. Vous avez ici une coupe tissulaire qui ressemble beaucoup à ce dessin, et là un plus fort grossissement, ce qu'on appelle la nécrose caséeuse, donc c'est la nécrose de la partie centrale des points d'infection, avec un aspect caséeux qui est lié à la présence de beaucoup de lipides, mais aussi de mycobactéries, et donc, encore une fois, matériel qui est ensuite évacué par expectoration. Et dans les lésions précoces de la tuberculose surviennent en fait le fait qu'il y a compression par des bronchioles et des alvéoles remplis de cellules de mucus, évidemment de bactéries, et une infiltration lobulaire. Vous avez ici le comblement d'une bronchiole par un tissu avec des cellules mononucléées, on va y revenir, c'est le granulome, qui entraîne par ailleurs, cette image est floue, mais montre des compressions sur l'arbre respiratoire au niveau des lobules, par ces paquets cellulaires et tissulaires et de matériel dense qui peuvent gêner la circulation de l'air et donc entraîner en aval une forme de séquestration où se constituent les lésions. Donc de façon très schématique, en reprenant un papier récent, l'évolutivité de la tuberculose pulmonaire, c'est chez des sujets immunocompétents, c'est ce qui se passe à droite, c'est la constitution de granulomes. Je vais revenir en détail sur le développement et ce que sont ces granulomes, caséeux dans la zone centrale, où il peut y avoir éventuellement nécrose, en sachant que chez des sujets qui n'ont pas une immunité satisfaisante, il y a d'emblée une dissémination, il n'y a pas de limitation de l'infection comme le permet le granulome. Et au sein des granulomes, qui sont formés lors de l'infection, surviennent les réponses immunes, on va parler, qui permettent de tuer les mycobactéries grâce à l'immunité liée essentiellement aux lymphocytes T et l'activation des macrophages. Et ensuite, les choses peuvent, donc à partir de cette lésion initiale, lésion primaire, qui est donc celle-ci chez la population immunocompétente, il y a donc une obstruction possible, on en a vu certains éléments, par des tissus éventuels et les lipides au niveau de bronchioles et la séquestration de lobules, et une évolution qui est favorable grâce à la réponse immune dans la majorité des cas, mais par contre la persistance et éventuellement l'accentuation d'une pneumonie qui peut se constituer rapidement dans une minorité de cas. Et voici les images des premières lésions donc de l'obstruction lobulaire. Ici, vous avez l'image avec ces espèces de bourgeons qui sont obstrués par l'infection et les tissus infectés, plus exactement. Ici, l'image d'une cellule qui contient une mycobactérie dans ce type de lésion et une bronchiole obstruée, donc avec, encore une fois, en aval, séquestration et développement de l'infection. Et l'issue de cette affaire, c'est que dans la majorité des cas, encore une fois, l'infection reste limitée, et avec une évolution fibreuse du granulome qui peut contenir quelques mycobactéries en son sein, donc c'est la situation dite de latence. Et dans une minorité de cas, on l'a vu, 10% schématiquement, la maladie évolue en l'absence de traitement avec la constitution donc, de cavités par nécrose et évacuation des zones centrales, de taille d'abord initialement modeste, puis de plus en plus grande. Vous avez vu l'image, je crois que c'était là. Non, c'était pas là, excusez-moi, c'était plus loin, j'ai oublié déjà. C'est arriver à des images qui peuvent être gigantesques et éventuellement multiples. Les choses peuvent être, les aspects pires que cette image-là. Voilà. Et en bord de ces cavités, il y a encore une zone qui contient des mycobactéries au sein des macrophages, et donc une infection évolutive. C'est un schéma de l'évolution de la tuberculose, et ce qui va me permettre d'introduire le point suivant, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, qui est la constitution du granulome, comment il évolue, on l'a brièvement mentionné, mais qu'est-ce que c'est qu'un granulome, quelle en est l'origine, dans un contexte d'infection par mycobactéries. De façon schématique, vous avez ici un schéma en 3 dessins issu d'une revue récente d'un des immunologistes qui travaille sur la tuberculose, qui s'appelle Stefan Kaufmann, qui est à Berlin, en Allemagne. Donc vous avez ici la zone aérée du poumon,
et le contexte où voici les bâtonnets rouges sont censés représenter les mycobactéries qui, en l'absence de coloration chimique, ne sont pas rouges. Hein, c'est une vision artificielle des choses. Les mycobactéries vont être phagocytées par les cellules présentes, des macrophages. Il y a plusieurs types de macrophages, mais on va pour l'instant dire les macrophages alvéolaires, donc présents dans les alvéoles des poumons. C'est l'image qui est ici, par exemple, mais aussi par des polynucléaires et des cellules dendritiques, donc des cellules qui vont engendrer les réponses immunes des lymphocytes T. Et ces cellules sont mobiles, les cellules dendritiques, gagner les ganglions lymphatiques qui drainent à proximité, donc par exemple les ganglions présents dans le médiastin au sein du thorax, où vont être engendrées les réponses immunes des lymphocytes T. Donc à partir de cette, excusez-moi, j'ai été trop vite, de cette lésion initiale, en à peu près 3 semaines, va se constituer un granulome. Donc vous avez un petit morceau à droite, on va le voir mieux dans d'autres diapositives. Donc il y a une accumulation de cellules de diverses natures, mais qui sont toutes des cellules d'une façon ou d'une autre associées aux réponses immunitaires, qui vont contenir l'infection, en vous rappelant que naturellement que les microbes sont présents dans les macrophages, hors macrophages aussi, mais dans les macrophages, et ce sont dans les macrophages qu'ils se répliquent, que les bactéries se développent. Donc ceci est une notion très importante. Donc, ces granulomes se constituent en à peu près 3 semaines, et ensuite, si les choses tournent mal, s'il n'y a pas donc une limitation complète de l'infection, l'ouverture du granulome vers les voies respiratoires va permettre la dissémination à travers des débris cellulaires, la fameuse nécrose caséeuse pleine de lipides, de ces bactéries toujours marquées en rouge. Et donc c'est une situation de dissémination chez le patient, et évidemment un risque d'infection d'autres personnes à travers l'expectoration et des aérosols contenant les mycobactéries. Alors, de façon plus précise, le granulome est constitué ainsi. Il contient de la périphérie vers le centre, marqué en bleu, en rouge, des lymphocytes T et B, donc ils sont recrutés parce qu'ils reconnaissent des antigènes issus de mycobactéries et ils vont être impliqués dans les fonctions effectrices, dont on va dire un mot ensuite. Vous voyez ici en violet, avec des espèces de dendrites, les cellules dites dendritiques, donc qui présentent l'antigène au lymphocyte T en particulier. En je ne sais pas quelle couleur c'est, beige. Oui, beige. En beige, une série de cellules qui sont des macrophages qui prennent une forme qui le font ressembler à des cellules épithéliales, donc on les appelle les cellules épithélioïdes, mais ce sont des macrophages qui sont typiques de ces granulomes, qui sont présents en très grande quantité. Parfois, les macrophages fusionnent entre eux et créent ce qu'on appelle les cellules géantes multinucléées, qui sont l'objet par fusion de cellules macrophagiques, c'est imagé ici. Et puis on retrouve aussi des cellules qui prennent un aspect spumeux, qui contiennent des mycobactéries et qui sont spumeux avec la présence de lipides, j'y reviendrai encore. Et au centre, il y a des cellules en voie de, comme ici, des macrophages nécrotiques en train de mourir, et des mycobactéries. Et non représentées ici, beaucoup de lipides. Donc, encore une fois, les mycobactéries qui sont en situation extracellulaire survivent, mais ne se divisent pas. Par contre, les mycobactéries qui sont présentes, comme ici, dans les macrophages, sont capables de se diviser et donc de provoquer une production importante de mycobactéries. Donc voilà la structure d'un granulome qui est l'entité que l'on retrouve chez les sujets immunocompétents, parce que ce granulome est généré par la réponse immunitaire, par le recrutement des lymphocytes et l'activation par les cellules dendritiques, l'activation des macrophages, la mise en jeu par les macrophages, on va le revoir, de mécanismes effecteurs susceptibles de tuer les mycobactéries. Donc l'intérêt en termes de défense immunitaire de ce granulome, c'est qu'il limite l'infection tant qu'ils ne seront pas, comme on a vu tout à l'heure, que cela pouvait se produire, et se produit donc chez une fraction des personnes, et dans ce cas, une tuberculose maladie survient. Donc c'est une réponse immunitaire, et deux notions importantes qui sont inscrites au bas de la diapositive, c'est que chaque granulome évolue pour son propre compte. Un individu infecté va avoir plusieurs granulomes en nombre variable. Il se peut que sur 9 granulomes sur 10, l'infection reste complètement contrôlée, mais que dans le 10e, la situation soit telle qu'on observe ce qui est indiqué ici en bas à gauche, c'est-à-dire une rupture et une propagation des mycobactéries. Donc c'est une notion importante, une notion de relativité du contrôle. Et puis, si ce granulome est une façon assez efficace de limiter l'infection, en enserrant les mycobactéries dans une multicouche cellulaire, en principe active
contre ces mycobactéries, c'est aussi un sanctuaire. C'est-à-dire que c'est un lieu où persistent des mycobactéries avec un risque potentiel qu'à un moment ou un autre, éventuellement plusieurs années plus tard, le processus reprenne, provoque la rupture du granulome et le développement, cette fois-ci, d'une tuberculose maladie. Donc c'est une structure intéressante, particulière, liée à la réponse immunitaire, mais en même temps complexe, et qui peut favoriser, et qui favorise dans une certaine mesure, on verra les éléments tout à l'heure, la persistance de la mycobactérie en son sein. Alors comment ce granulome se constitue, c'est-à-dire comment on arrive à ce résultat? Évidemment, on a vu tout à l'heure que ça prend à peu près 2 à 3 semaines, donc c'est un processus relativement lent. Le début est lié à l'infection des macrophages par définition, puisque c'est au sein des macrophages, donc au niveau de l'arbre respiratoire, que les mycobactéries vont se développer. Et au bout d'un moment, les macrophages infectés vont mourir, et la mort des cellules vont induire une série de signaux qui vont attirer d'autres macrophages, qui vont se rassembler autour du macrophage premier. Donc ces macrophages qui attirés vont phagocyter en particulier les débris des cellules infectées, et ce faisant vont s'infecter eux-mêmes, ou bien être infectés directement par des mycobactéries extracellulaires. Donc il y a une propagation de l'infection, mais avec un processus qui va se poursuivre en s'amplifiant, et donc une accumulation locale de macrophages qui, à la fois, sont susceptibles de limiter l'infection, mais en même temps de favoriser la division des mycobactéries en leur sein. Donc le granulome initial ne contient que des macrophages avant que ne soient recrutées secondairement les populations lymphocytaires, donc qui vont se placer en couronne autour de ces macrophages. Et dans ce processus interviennent des éléments qui sont des protéines qui sont sécrétées par les mycobactéries. Vous avez ici une représentation schématique. Donc à nouveau, vous avez des macrophages infectés, vous les voyez ici par les petits bâtonnets bleus, et ici l'épithélium respiratoire. Évidemment, une vision très schématique des choses. Mais on sait que la production par les mycobactéries présentes au sein des macrophages de protéines comme qui s'appelle SAT6 agit sur les cellules épithéliales qui leur font produire des substances comme des métalloprotéinases, comme MMP9, qui ont un intérêt pour la réponse immune, parce qu'elles activent des chémokines, donc des substances qui attirent des cellules du système immunitaire, et sont susceptibles aussi de dégrader la matrice extracellulaire, donc ce qui va favoriser la migration de cellules, la mobilisation de cellules vers le granulome. Donc c'est ce qu'on observe ici, avec l'arrivée d'abord de macrophages, puis de lymphocytes. Et le SAT6 est une protéine dont le gène fait partie d'un complexe de gènes associés à la virulence de mycobactéries qui s'appelle RD1. Et on sait que l'expression de ces protéines est nécessaire d'une part à la virulence, donc à l'infection, et aussi, dans une certaine mesure, à la réponse immune, la constitution du granulome, dont on a vu le rôle ambivalent dans le contrôle de l'infection. Lorsque les choses évoluent bien, à partir d'un granulome, vous avez ici encore une fois la structure d'un granulome, vous avez les lymphocytes B, les lymphocytes T en couronne, et les macrophages. L'image n'est pas tout à fait la même que celle de tout à l'heure, mais c'est le même principe. Et au milieu, donc, une zone de nécrose caséeuse qui contient des mycobactéries. Donc c'est une image assez typique de granulome avec une nécrose caséeuse. Donc une évolution favorable et la résolution et la digestion du matériel accumulé ici, et donc un granulome non nécrosant dans lequel persiste très très peu, voire pas du tout de mycobactéries. Donc, et un tel granulome est destiné à disparaître complètement une fois qu'il n'y a plus de réponse en jeu. Une autre façon d'évoluer, c'est vers un recrutement de fibroblastes, et donc une fibrose qui entoure un petit nombre de cellules qui contiennent les mycobactéries. Donc on a une situation tuberculostatique, donc il n'y a pas un contrôle complet de l'infection, il y a la persistance de mycobactéries, mais l'infection est contenue. Donc ça, c'est l'évolution favorable possible du granulome. Si vous me posiez la question, et vous auriez raison de la poser, qu'est-ce qui fait qu'un granulome évolue ainsi ou comme cela, ce qui est plutôt favorable, ou bien éventuellement s'ouvre et relargue son contenu et propage l'infection? La réponse à cette question essentielle n'est pas si simple, à vrai dire. Évidemment, c'est logiquement lié à la réponse, à l'intensité, à la qualité de la réponse immunitaire locale, mais il est très difficile de le déterminer avec précision.
Alors, quels sont justement les effecteurs des réponses immunes dirigées contre les mycobactéries? De façon assez schématique, on va retrouver une mise en jeu de cellules et des fonctions dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ici, de façon schématique sur ces dessins, donc situation où sont mises en jeu à partir de cellules de macrophages infectés, ils sont ici, et le relargage de produits mycobactériens qui sont phagocytés ou endocytés plus exactement par les cellules dendritiques, qui vont être capables de les présenter associées aux molécules HLA de classe 1 ou lymphocytes TCD8, c'est ce qu'on appelle la présentation croisée, donc qui va permettre d'activer des lymphocytes TCD8, et par ailleurs la présentation avec de peptides issus de mycobactéries par les molécules HLA dites de classe 2 va permettre d'activer des lymphocytes CD4 donc qui sont ici. Et puis il y a aussi une activation de lymphocytes B qui produisent des anticorps, dont je vous redirai un mot dans un instant, mais qui ne sont probablement pas essentiels dans le contrôle de l'infection. Donc ces lymphocytes T, une fois activés, après migration des organes lymphoïdes, ils vont exercer les différentes fonctions que nous connaissons, que nous avons déjà évoquées, et qui jouent un rôle d'importance diverse. C'est là que la génétique va nous apporter des informations complémentaires tout à l'heure. Donc par exemple, en ce qui concerne les lymphocytes T CD4, ils peuvent se différencier en cellules effectrices dites TH1, on en a déjà parlé, qui produisent essentiellement l'interféron gamma. Et on sait que l'interféron gamma, on va le revoir, joue un rôle important dans le contrôle de l'infection en activant les mécanismes des macrophages à tuer les mycobactéries qu'ils contiennent. Okay. Mais il y a aussi activation de cellules dites TH17 qui produisent des cytokines comme l'interleukine 17 qui attirent des polynucléaires. Je ne suis pas sûr que leur rôle soit aussi utile. Peut-être même il pourrait être dangereux ou contre-productif, on le verra tout à l'heure. Il y a encore ici donc, la production d'autres cytokines par des lymphocytes TCD4. Et puis, les lymphocytes TCD8, ils sont ici, sont susceptibles à la fois de produire les mêmes cytokines comme l'interféron gamma qui joue un rôle important dans l'activation de la destruction des mycobactéries par les macrophages, mais aussi de tuer directement les cellules infectées par leur fonction, grâce à leur fonction cytotoxique, ce qui probablement aussi contribue au contrôle de l'infection. Comment se met en jeu cette réponse immune si on essaie de reconstituer l'historique des choses? Donc, à partir d'infections de cellules dendritiques et où la captation de produits issus de mycobactéries par les cellules dendritiques, les deux mécanismes sont possibles. Ces cellules sont activées par la reconnaissance de molécules issues de mycobactéries par les récepteurs de l'immunité innée, type Toll-like récepteur ou Node-like récepteur, et d'autres. Ça peut être aussi par la reconnaissance de signaux de danger, par exemple, induits par la mort de cellules infectées. Donc l'infection de ces cellules dendritiques entraîne leur migration vers les organes lymphoïdes secondaires de cellules dendritiques, où ils vont permettre, par reconnaissance des antigènes mycobactériens, l'activation donc de lymphocytes TCD4, de lymphocytes TCD8, l'activation indirecte de lymphocytes B, qui ensuite vont être capables de migrer, grâce au gradient chémotactique, vers la zone infectée, où ils vont agir en constituant le granulome, en particulier par l'activation des macrophages via l'interféron gamma, via le TNF, via l'interleukine 1, qui sont donc des cytokines qui agissent en ce sens. Donc c'est ainsi qu'un granulome, entre guillemets, immunocompétent se constitue. Néanmoins, il y a d'autres cellules qui interviennent, dont on ne connaît pas très très bien l'importance, mais dont on sait qu'elles sont impliquées. Ce sont des populations lymphocytaires T qui sont en nombre moins important, mais qui sont présentes, qu'on appelle les lymphocytes non conventionnels dans un horrible jargon d'immunologiste. Il y a 3 catégories de cellules dont on doit dire un mot, parce qu'on sait qu'elles sont impliquées dans les réponses immunes contre mycobactéries, mais on ne sait pas l'importance stricto sensu. Il y a des lymphocytes qui expriment un récepteur pour l'antigène qui n'est pas le même que celui qui est présent sur les lymphocytes T classiques, le récepteur T de type alpha-bêta, dont on a eu l'occasion de parler. Ici, ce sont des chaînes qu'on appelle gamma et delta, qui ressemblent aux chaînes alpha-bêta, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes, dont la diversité est bien moindre que celle des chaînes alpha-bêta, et en fait qui ne reconnaissent pas des peptides associés aux molécules d'histocompatibilité, c'est en quoi elles sont non conventionnelles. Et certains lymphocytes T gamma-delta reconnaissent des molécules qui sont des pyrophosphates issus des mycobactéries. Et on sait qu'il peut y avoir une activation, dans ce cas, extrêmement rapide des cellules. Ça va beaucoup plus vite que dans l'activation des lymphocytes T classiques qui ont besoin de s'expandre.
et ils peuvent être assez rapidement mis en jeu pour produire, par exemple, des cytokines comme l'interféron gamma. Une autre catégorie de cellules qui sont présentes en tout petit nombre, que l'on appelle de façon inappropriée, malheureusement, mais c'est ainsi, des cellules NK-T. Ce sont des lymphocytes, mais ils ont des marqueurs lymphocytes NK, donc d'où ce nom, mais ce ne sont pas du tout des lymphocytes NK. Ils ont un récepteur T pour l'antigène, de type alpha-bêta, mais qui est invariant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clone distinct, comme c'est le cas des lymphocytes T classiques, et ils sont invariants, et on sait qu'ils sont capables de reconnaître des glycolipides, et entre autres des glycolipides mycobactériens. À nouveau, la reconnaissance en l'occurrence de glycolipides bactériens par ces cellules permet immédiatement, donc beaucoup plus vite que pour ce qui est des lymphocytes T classiques, avec récepteurs alpha-bêta diversifiés, immédiatement de mettre en jeu une réponse immune du même type que celle des lymphocytes T classiques, notamment les productions de cytokines, interféron gamma, etc. Et encore une troisième catégorie de cellules, qui sont les MET. MET, ça veut dire que ce sont des lymphocytes T qui sont associés aux muqueuses, M pour muqueuse, mucosa, associated T cells. Donc, ils reconnaissent aussi des produits bactériens en fait, qui sont issus de la vitamine B12. Mais à nouveau, c'est le même principe, reconnaissance de produits bactériens par des lymphocytes T invariants, réponse immune rapide du même type. Donc, on sait que ces trois types de populations lymphocytaires T particulières sont mises en jeu au cours de la tuberculose, plus exactement la réponse immune contre Mycobacterium tuberculosis, mais on n'en connaît pas l'importance. Donc peut-être il faut oublier complètement, peut-être au contraire, il joue un rôle crucial dans le contrôle de la réponse. C'est très très difficile à déterminer. En tous les cas, on les retrouve au niveau des granulomes et donc dans les phénomènes qui induisent l'activation des macrophages via les cytokines suscitées. Incidemment, les lipides de Mycobacterium tuberculosis participent aussi à la transformation granulomateuse que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, au sein des granulomes, il y a une sécrétion d'un grand nombre de substances pro-inflammatoires et surtout, on y reviendra d'un mot tout à l'heure, même s'il n'y a rien de spécifique à la mycobactérie, ce sont les mêmes qui sont mis en jeu contre d'autres agents à développement intracellulaire. Je vous ai parlé par exemple la semaine dernière pour ce qui est de salmonelle, la production de substances microbicides comme le nitrique ou les radicaux oxygène libres, bien que pour mycobactéries, les radicaux oxygène libres probablement jouent un rôle un peu moins important. Voilà. Et puis l'inflammation peut aboutir au processus qu'on a vu tout à l'heure, à fibrose, calcification, c'est-à-dire la possibilité de contenir de façon stable et durable au prix d'une cicatrice intrapulmonaire, pour la tuberculose pulmonaire, l'infection par la mycobactérie. Donc les effecteurs qui sont mis en jeu, en particulier sous l'effet de l'interféron gamma, ils sont représentés ici. Je vous ai montré cette diapositive la semaine dernière en ce qui concerne salmonelle, donc ce qui indique qu'il n'y a rien de spécifique. Mais donc l'interféron gamma, donc sécrété par les lymphocytes T et aussi par les lymphocytes NK et des lymphocytes T non conventionnels, en se fixant sur son récepteur à la surface des macrophages, active tout un programme transcriptionnel d'un très grand nombre de gènes. Je vous en ai évoqué un certain nombre la semaine dernière, je n'y reviens pas, qui codent pour des protéines qui jouent un rôle important comme dans les fonctions effectrices de l'immunité anti-mycobactérie et d'une manière générale dans l'immunité contre les micro-organismes à développement intracellulaire. Ce sont toutes les protéines marquées en bleu ici. Je ne vais pas les reprendre. Vous avez ici donc la vacuole de phagocytose de la mycobactérie, ici représentée en vert de façon schématique. Comme vous le savez, pour obtenir une réponse immune efficace, la destruction de la mycobactérie, il faut la fusion entre cette vacuole et des lysosomes, donc qui contiennent une série de substances qui ont un effet antibactérien et spécifiquement ici antimycobactérien, et c'est au sein du phagolysosome, donc fusion du phagosome, la vacuole contenant la bactérie, et le lysosome, que la réponse immune se fait efficacement pour détruire les microbes. C'est ce qu'on voit ici, où il y a donc localement la production de NO, la production de radicaux oxygène libres, ainsi que d'autres mesures défavorables à la mycobactérie, comme par exemple le fait de l'efflux de fer qui est nécessaire à la mycobactérie. Donc perdre le fer n'est pas favorable à la mycobactérie, et quelques autres actions du même type. Et d'autres protéines ici, interviennent ici donc dans la formation, favorisent la fusion du phagosome avec le lysosome. Et la mycobactérie a des contre-mesures, dont je dirai un mot tout à l'heure,
pour limiter ce processus. Mais l'interféron gamma donc, est absolument critique, je vais vous le démontrer dans quelques instants, pour que, grâce à la production de toutes ces protéines, aux différents stades du processus, in fine, les mycobactéries soient tuées au sein des macrophages. Sans interféron gamma, on va le revoir, ce processus ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un rôle pour les anticorps qui sont présents? On sait que les individus infectés produisent une série d'anticorps dirigés contre différents produits de mycobactéries. La réponse est en gros non, si on veut être schématique. Tout d'abord, la bactérie est essentiellement un développement intracellulaire. Donc, comme vous le savez, les anticorps ne pénètrent pas dans les cellules. Donc, il n'y a pas d'action d'anticorps contre les mycobactéries en train de se multiplier au sein des macrophages. Dans des modèles expérimentaux, avec toutes les limites des modèles expérimentaux et la transposition possible de la souris à l'homme, si on injecte des anticorps à des souris avant de les infecter par Mycobacterium tuberculosis, on ne prévient pas l'infection, donc ce qui suggère qu'il n'y a pas un rôle essentiel, mais avec les limites que je viens d'indiquer. Peut-être un peu plus convaincant est le fait qu'il n'y a pas de prévention de la tuberculose néonatale telle qu'on l'observait dans le passé, donc on est bien chez l'homme cette fois-ci, par les anticorps maternels. Une femme infectée qui a des anticorps n'évite pas l'infection de son fœtus, ou plus exactement de son nouveau-né. Maintenant, il n'est pas complètement exclu. Quelques arguments que je ne vais pas développer ici. Vous pensez que les IgA, les anticorps d'isotype IgA présents au niveau des muqueuses exercent quand même une certaine fonction. En tous les cas, le corollaire du fait que globalement, il n'y a pas d'évidence, malheureusement, pour penser que la réponse anticorps joue un rôle important, et que si on veut avoir une vaccination efficace contre Mycobacterium tuberculosis, il faut que celle-ci induise une réponse T, et pas uniquement la production d'anticorps, comme beaucoup des vaccins efficaces par ailleurs qui sont utilisés contre la polio, contre la grippe dans une certaine mesure. Il faut une réponse T, et une réponse T puissante des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8. J'en dirai un mot tout à l'heure, ça sera, je crois, le dernier point de ce cours aujourd'hui. Alors, des éléments de prédisposition génétique dont certains sont très instructifs, d'autres moins, en gardant quand même globalement une certaine déception sur l'approche de la génétique dans la compréhension de la susceptibilité à Mycobacterium tuberculosis. Je vous rappelle la donnée de base, 90% des individus infectés par Mycobacterium ne développent pas de maladie, 10% développent la maladie. Donc, il y a certainement des aspects génétiques dans cette prédisposition, ou cette non-prédisposition, on le prend comme on veut. Mais il y a un élément central, enfin ça c'est ce que je viens de vous dire, un élément central très intéressant, qui a été étudié en particulier par mon collègue qui s'appelle Jean-Laurent Casanova, c'est qu'il y a des patients qui ont des maladies génétiques extrêmement rares, qui les rendent extrêmement, quand je dis extrêmement, c'est très fortement susceptibles aux infections par les mycobactéries, si bien que ces patients, en recevant le vaccin, le BCG, donc qui est une forme atténuée vivante du bacille de la tuberculose, qui n'est pas pathogène ou pratiquement pas pathogène chez un individu immunocompétent, ces rares individus qui ont les maladies génétiques, dont on va dire un mot dans un instant, développent une infection à BCG disséminée, donc qui va se diffuser dans tout le corps et qui va les tuer si la maladie génétique est complète, c'est-à-dire un défaut complet des protéines, on va parler dans un instant. Donc ces situations particulières, dramatiques, évidemment, nous apportent des informations sur l'immunologie des infections à mycobactéries. Non seulement ces individus développent des infections par le BCG, donc encore une fois qui n'est pas en gros pathogène chez un sujet immunocompétent, mais ils peuvent aussi développer des infections très graves par des mycobactéries environnementales qui sont présentes dans l'eau, dans l'air, et qui ne sont pas non plus pathogéniques, qui ont peu de facteurs de virulence chez des sujets immunocompétents. Donc on va parler de cela, de ces maladies monogéniques rares, et puis je vous dirai un mot ensuite de facteurs de risque qui sont d'impact beaucoup plus faible, donc moins intéressants, mais enfin, qui ont été mis en évidence comme élément de susceptibilité à la tuberculose. Donc chez l'homme, on connaît 3 situations qui sont d'intérêt croissant, 3 situations très rares de ce qu'on appelle le déficit immunitaire héréditaire lié à des mutations d'un gène qui provoquent une prédisposition très sévère aux infections par les mycobactéries. Une première qui n'est pas une surprise, c'est qu'à chaque fois, quelle que soit l'étiologie, là il y a une série de maladies génétiques différentes, qui provoquent un défaut de développement des lymphocytes T. Ces individus sont à très haut risque d'infection à mycobactéries sévères. Le BCG est mortel pour ces patients, en fait ces enfants, parce que ce sont des jeunes enfants
qui sont dans cette situation de fragilité, mais bien évidemment, compte tenu du rôle central des lymphocytes T dans les réponses immunes contre les micro-organismes, ils sont susceptibles aux mycobactéries, mais ils sont également susceptibles à un très grand nombre d'autres microbes de différentes natures. Donc l'information, néanmoins, si on ne le savait pas encore, c'est que les lymphocytes T sont essentiels, sont critiques pour contrôler les mycobactéries. Deuxième situation, celle qu'on appelle le granulomatose septique chronique. C'est un ensemble de maladies qui correspondent à une anomalie des polynucléaires des macrophages, dont le mécanisme qui permet de générer des radicaux d'oxygène libre qui sont sécrétés au sein des phagolysosomes. Rappelez-vous ce que je vous ai montré il y a un instant, ici. La production des radicaux d'oxygène libre, c'est lié à un système enzymatique dont un des gènes est marqué ici, qui s'appelle NOX2, induit par l'interféron gamma. Mais des patients qui ont un déficit dans cette protéine ou d'autres associées, il y a 4 protéines différentes qui jouent dans cette fonction, dont la conséquence est donc ce défaut de production de radicaux d'oxygène libre, ils ont une certaine susceptibilité à certains microbes, dont les mycobactéries. Ils peuvent développer des infections à mycobactéries non pathogènes et des tuberculoses sévères dans les régions d'endémie tuberculose, par exemple en Asie du Sud-Est. Ces rares patients développent des tuberculoses extrêmement sévères, donc qui démontrent que la production des radicaux oxygène libres joue un rôle important, donc à la phase que je vous ai montrée là, excusez-moi, ici, comme un des mécanismes effecteurs qui est responsable de la destruction des mycobactéries. Et alors le troisième élément, qui est le plus intéressant parce qu'il est relativement spécifique, voire totalement spécifique des mycobactéries, ce sont des anomalies de ce que j'ai appelé l'AXE, on va voir ça dans un instant, interleukine 12, rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière à propos des salmonelles, interféron gamma. Donc, ce schéma un peu compliqué, mais on va le parcourir ensemble, indique les interactions entre ici les cellules dendritiques, les macrophages qui sont considérés en un seul bloc pour simplifier, donc qui sont les cellules qui contiennent les mycobactéries. Elle est schématisée ici, la mycobactérie, et ici dans une vacuole. Okay, et à droite sont les lymphocytes T, aussi les lymphocytes NK, donc qui vont lutter contre ces infections par les mycobactéries. Au passage, GP91-FOX, qui est indiqué ici, c'est une des protéines impliquées dans la production des radicaux d'oxygène libre. Donc la granulomatose septique chronique, c'est un défaut de cette protéine ou d'autres qui font donc qu'on tue mal les mycobactéries. Mais l'élément le plus intéressant ici, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de noms différents, mais on va prendre les éléments les plus importants, le plus important, c'est l'interleukine 12, dont je vous ai déjà dit un mot la semaine dernière. L'interleukine 12 est une cytokine qui est composée de 2 sous-unités, un hétérodimère, P40, P35, qui est produit par les cellules dendritiques en particulier, un peu par les macrophages, dans un contexte d'infection. Cette interleukine 12 agit sur un récepteur composé lui-même de 2 chaînes, bêta-1 et bêta-2, IL-12 récepteur bêta-1, IL-12 récepteur bêta-2, qui est exprimé à la surface des lymphocytes T. Et l'interaction entre l'interleukine 12 et son récepteur va induire des éléments de signalisation intracellulaires qui auront pour conséquence, au niveau nucléaire, la transcription du gène qui code pour l'interféron gamma, donc autrement dit, l'ARN, et donc ensuite la production d'interféron gamma. Interféron gamma donc, qui est sécrété par ces cellules T et NK de type TH1, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Les cellules TH1 se différencient grâce à l'interleukine 12. Et cet interféron gamma, donc, qui est relargué à l'extérieur des cellules, va se fixer sur le récepteur de l'interféron gamma, qui est composé de 2 chaînes, numéro 1 et numéro 2, qui est exprimé par les macrophages infectés par les mycobactéries. Et sous l'effet de ce signal vont être induits, ce que je vous ai dit brièvement tout à l'heure et beaucoup la semaine dernière, et à travers des facteurs de transcription qui s'appellent STAT1, au niveau nucléaire à nouveau, un grand nombre des dizaines de gènes vont être transcrits, la transcription va être activée, et parmi ces gènes, il y a donc toute une série, ils codent pour toute une série de protéines qui ont une action antimycobactérienne, dont GP91-FOX, la hénosynthase, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Donc, si maintenant on vient aux maladies génétiques humaines, à chaque fois ici que vous avez des noms de gènes ou de protéines entourés en rouge, on a ici 3 situations. Déficit en récepteur de type 1 d'interféron gamma, déficit de la chaîne numéro 2,
ou déficit du facteur de transcription qui est activé par l'interféron gamma récepteur, STAT1. Les patients qui ont un déficit complet en interféron gamma R1, interféron gamma R2 ou STAT1 ont une prédisposition aux infections par les mycobactéries qui est extrêmement sélective, ce qui est un élément intéressant et troublant. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre, vu la fonction globale des lymphocytes Th1 dans l'immunité anti-infectieuse et spécifiquement dans l'immunité contre les bactéries et les microbes en général, le développement intracellulaire, on pourrait s'attendre que ces individus aient une fragilité, une susceptibilité à peu près à tous, ou en tous les cas à beaucoup de microbes différents qui infectent les macrophages. Eh bien non, les patients qui ont un déficit en interféron gamma R1 ou R2, je ne me répète pas trop, ont simplement, si je puis dire, cette prédisposition aux infections par les mycobactéries, mais qui va les tuer en l'absence de traitement. Et même en les traitant, il est très difficile d'arriver à contrôler ces infections, donc par des mycobactéries non pathogènes, le BCG, ou éventuellement, dans quelques cas, s'ils sont contaminés par le bacille de la tuberculose. Donc à chaque fois qu'ici il y a une protéine en rouge, ça concerne aussi le récepteur de l'IL-12, qui est dans le cycle, dans l'axe IL-12 interféron gamma, c'est une situation dont le déficit, une maladie extrêmement rare, quelques dizaines de cas dans le monde, pour vous donner un ordre de grandeur, mais très instructif en termes de compréhension de ce qui est important dans l'immunité contre les mycobactéries. À chaque fois qu'une protéine est marquée en rouge, l'IL-12, P40 qui est ici, le récepteur, la chaîne bêta-1 des récepteurs de l'IL-12, l'interféron gamma récepteur, STAT1 et quelques autres molécules dont je ne vais pas vous parler, à chaque fois, on a le même phénotype, la même maladie, la même prédisposition aux infections graves par les mycobactéries. Évidemment, c'est une information qui est tout à fait critique pour comprendre l'immunité contre les mycobactéries. Et il n'en est pas de même chez les souris. Chez des souris, par exemple, dont on inactive le récepteur de l'interféron gamma, donc le même génotype que les êtres humains qui ont ce déficit, ces souris sont susceptibles à toute une série de micro-organismes, aux mycobactéries, mais aussi, par exemple, toute une série de virus les tuent, ce qui n'est pas le cas chez l'homme, ce qui montre qu'il y a beaucoup de différences dont on pourrait longtemps discuter entre les expériences faites sur des modèles animaux pour essayer de reproduire ce qui se passe chez l'homme et donc ce qui se passe réellement in vivo chez l'homme, l'histoire naturelle des infections. Et il faut se méfier un tout petit peu des résultats expérimentaux dans des modèles animaux. Juste pour illustrer mon propos, ici c'est le premier cas de description de déficit en récepteur d'interféron gamma travail qu'on a fait avec donc Jean-Laurent Casanova. Ce patient, donc ça date d'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, ce patient avait une mutation homozygote, donc sur les deux allèles du gène qui code pour la chaîne numéro 1 des récepteurs d'interféron gamma. Ici est la mutation précise. La conséquence, c'est si avec un anticorps, on cherche à mettre en évidence à la surface des cellules cette protéine, on ne la trouve pas. C'est une image de cytométrie de flux. Donc là, c'est le bruit de fond de fluorescence. Et vous voyez, alors que chez un individu contrôle, les deux courbes se décalent, même si ce n'est pas spectaculaire, mais la courbe décalée à droite indique l'expression du récepteur à la surface des cellules. Si on essaie de précipiter la protéine en biochimie, on ne la trouve pas chez le patient quand on le trouve chez le contrôle. Et si on essaye de lier l'interféron gamma, comme on l'utilisait à l'époque, marqué avec un isotope, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui, eh bien, à la surface de cellules d'un individu contrôle, on arrive, en fonction de la quantité d'interféron gamma, à observer la liaison de l'interféron avec la cellule. Ce sont les colonnes noires, alors qu'avec les cellules du patient, il y a juste un bruit de fond qui n'est pas significatif. Et le point le plus intéressant de cette image, c'est en haut à gauche. C'est qu'un patient, ce patient, qui avait donc un défaut d'expression du récepteur d'interféron gamma, qui en est malheureusement décédé, eh bien, au niveau des sites d'infection, ici par le BCG, qu'il avait reçu en période néonatale, contrairement à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la formation des granulomes liés à la réponse immune, il n'y a pas de granulomes. C'est-à-dire que ces patients ont des macrophages avec la présence de mycobactéries, qui sont marquées ici en bleu, une espèce de nappe de macrophages, sans organisation en granulomes, sans recrutement de lymphocytes. Donc cette image illustre bien, de façon malheureusement dramatique, le fait que l'interféron gamma joue un rôle essentiel par le recrutement des lymphocytes, ensuite l'activation des macrophages à tuer les mycobactéries. Voilà, j'ai insisté là-dessus, c'est l'image que je vous ai montrée à nouveau de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, des éléments de susceptibilité génétique aux mycobactéries. Donc ce sont des situations, encore une fois, extrêmement rares, critiques,
mais qui sont très instructives dans la compréhension chez l'homme de l'immunité antimycobactérienne. Alors, sur le plan génétique, quelques facteurs de risque autres ont été définis, mais on change complètement d'ordre de grandeur. On va ici parler de variants génétiques qui sont relativement fréquents, mais dont la conséquence sur le risque de l'infection n'a rien à voir avec ce que ce que je viens de vous décrire. Par exemple, en prenant des corps de patients venant de différentes régions du monde et en étudiant la variation du génome à travers toute une série de marqueurs, on peut montrer qu'il y a un marqueur présent ici sur le chromosome 18, dans cette position très précisément, un certain variant, dont vous avez l'intitulé là-haut, peu importe, qui est un élément qui rend les personnes qui portent ce variant un peu plus susceptibles à la survenue de tuberculose. Mais quand je dis un peu plus, c'est tout à fait significatif, c'est même très fortement significatif, mais le facteur de risque de développer une tuberculose maladie de ces individus qui ont ce variant de leur génome quelque part sur le chromosome 18, c'est un facteur 1,18 par rapport à la population générale. Donc c'est un tout petit excès de risque, mais un excès minime. Donc c'est une information, si on comprend ce que ce variant code, mais ce n'est pas beaucoup plus. Un autre exemple ici, c'est ici présenté dans l'autre sens, c'est-à-dire une protection, mais ça revient exactement au même. Les personnes qui ont ce variant-là, quelque part sur le chromosome 11, ont un risque de développer une tuberculose maladie qui est de 0,8 fois la population générale, donc un peu moins. Et il se trouve que ce variant, il est dans ce gène qui s'appelle WT1, mais là, pour l'instant, ces données sont assez frustrantes parce qu'elles ne permettent pas de comprendre le rôle de ces variants sur le plan de l'immunité antimycobactérie. Il y a eu énormément de travaux de génétique sur des grands nombres des très grandes cohortes de patients atteints de tuberculose comparés à des gens qui n'ont pas développé la maladie pour essayer de trouver d'autres facteurs génétiques, et c'est globalement assez décevant. Il y a quelques marqueurs, quelques variations qui ont été décrites, mais encore une fois assez mineures, et qui finalement n'apportent pas énormément d'éléments d'information. Néanmoins, les variations d'allèles dans le gène qui s'appelle NRAMP et qui est impliqué dans l'exclusion du fer des phagosomes est intéressante parce qu'elle montre que probablement en privant la bactérie de fer et peut-être aussi de manganèse, la mycobactérie se développe moins facilement. Donc si on a une molécule NRAMP moins fonctionnelle, on a un petit surrisque d'avoir une tuberculose maladie. Et il y a aussi d'autres variantes dans d'autres gènes en fait, qui sont directement associées aux réponses des lymphocytes T, DST1, peu importe les détails, TOX et carrément les molécules HL classe 2, donc qui présentent l'antigène aux lymphocytes T. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose de plus que ce qui est déjà connu sur l'immunité antimycobactérie. Donc ces études, malgré leur répétition et leur ampleur, se sont avérées malheureusement, en tous les cas à ce jour, plutôt décevantes. Alors, ce dont je voudrais discuter maintenant dans les minutes qui suivent et avant la fin de ce séminaire, c'est donc les éléments que vous pouvez lire, en particulier une notion qui, sur le plan médical, a évidemment de l'importance, sachant que parmi une cohorte d'individus infectés, seulement 10% vont développer une tuberculose, est-ce qu'on peut prédire quels sont ces 10%? Évidemment, ce serait magnifique de pouvoir le prédire chez une cohorte de gens infectés et donc d'agir de façon ciblée. La réponse est que ce n'est pas tout à fait simple, mais il y a peut-être quelques éléments. Il y a un travail qui a été fait relativement récemment, que je vais vous décrire, qui va dans ce sens, où ont été suivis, ce sont des travaux très lourds pour des raisons évidentes. Donc ce travail a été fait en Afrique du Sud, où la prévalence de la maladie, on l'a vu tout à l'heure, est largement supérieure à ce qu'elle est dans nos pays. Donc ont été suivis une cohorte de patients adolescents. On les a suivis pour infectés depuis 2 ans, mais bien portants. Ils n'ont pas développé, au moment de l'entrée dans l'étude, ils n'avaient pas développé de tuberculose. Et on les surveille ensuite encore 12 mois. Et on s'aperçoit au bout du temps, et donc il y avait 153 malades dans cette étude, 46 auront développé ensuite une tuberculose et 107 n'auront pas développé de la tuberculose. La question, c'est rétrospectivement, avec des prélèvements sanguins et des études biologiques faites chez ces patients, alors que ces individus, j'aurais dû mettre ici, non pas des patients, parce qu'à ce stade-là, ils ne sont pas malades. Est-ce qu'il y a des marqueurs, des biomarqueurs, comme on aime bien dire aujourd'hui, qui auraient permis de prédire le fait qu'un tiers d'entre eux allaient développer une tuberculose? La réponse est partiellement oui. C'est-à-dire, si on regarde l'expression de toute une série de gènes dans les leucocytes du sang, quand c'est noir, c'est que le gène n'est pas transcrit, il n'y a pas de l'ARN messager, et quand c'est rouge, plus il est transcrit.
si on regarde la situation en fonction du temps par rapport au début de l'apparition de la tuberculose, pour ceux qui ont développé la tuberculose, par rapport aux sujets qui n'ont pas développé la tuberculose, qui n'expriment pas ces gènes dans les leucocytes, vous voyez que dans les 180 jours qui ont précédé la tuberculose, c'est tout rouge. Ça veut dire que pour tous les gènes qui sont situés ici, ils sont tous allumés. Ça veut dire que jusqu'à 6 mois avant la maladie, on a des marqueurs d'activation de leucocytes que l'on peut détecter dans le sang. Si on regarde 6 mois à 1 an avant la tuberculose, c'est partiellement rouge, partiellement noir, donc ça dépend des situations. Les cellules sont soit activées, soit pas activées, mais peu importe les détails. Vous voyez qu'il y a déjà des marqueurs d'activation. Et même presque 2 ans avant la tuberculose, dans certains cas, on observe déjà l'expression des ARN messagers concernant ces protéines qui sont probablement induites par l'infection, bien qu'ils pourraient être aussi éventuellement induites par d'autres facteurs infectieux. Donc il faut être prudent dans ces analyses. Donc il y a une suggestion que par ce type d'analyse, on puisse détecter chez les sujets qui vont développer la tuberculose, les autres restant tout noirs, si je puis dire, il n'y a aucune expression de ces gènes, on puisse avoir des facteurs de prédiction. Et si on regarde l'expression de facteurs 2 par 2 parmi les nombreux facteurs qui ont été utilisés, chez les sujets qui vont développer la tuberculose, ils sont en rouge. On voit plus l'image va vers la droite ou vers le haut, plus un gène donné est exprimé. Vous voyez qu'il y a une corrélation, si on prend ces gènes 2 par 2, peu importe les noms, les points rouges sont sur la diagonale en haut et les points noirs sont plutôt sur la diagonale en bas. Peu d'expression. C'est vrai pour ce 2 couples de gènes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et in fine, les auteurs qui ont fait ce travail, qui était publié dans Lancet il y a 2 ans, montrent que parmi l'ensemble des gènes étudiés, il y en avait plusieurs dizaines, en analysant de façon statistique leurs données, l'expression de 16 gènes qui sont en rapport avec les réponses aux interférones de type 1 a un caractère prédictif, mais pas parfait. La sensibilité du test, c'est 66%, donc 2 fois sur 3, effectivement, ça détecte le fait que la personne va développer une tuberculose 1 an ou 2 ans plus tard. Et la spécificité est 4 sur 5, ça veut dire qu'on se trompe 1 fois sur 5. Donc c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Néanmoins, c'est une piste intéressante, parce que si on arrive à affiner ce genre de marqueurs, on peut envisager ensuite des interventions thérapeutiques ciblées sur les personnes que l'on sait être à risque plus élevé que d'autres de développer une tuberculose, grâce à des marqueurs donc, de réponse immunitaire. Facteurs de résistance de Mycobacterium tuberculosis, ils sont évidemment très très importants, et ils rendent compte que, si je puis dire, 1 fois sur 10, la tuberculose ou le Mycobacterium tuberculosis gagne la partie, entre guillemets, contre l'immunité de l'hôte et provoque une infection qui est mortelle en l'absence de thérapeutique. Et ils se sont évidemment développés largement dans la coévolution entre ces microbes et l'espèce humaine. Donc, dans ce schéma, je vous ai déjà montré les 2 tiers de cercles A et B. En C sont ici représentées quelques cellules qui jouent un rôle susceptible d'être immunosuppresseurs et donc de limiter la réponse contre la tuberculose, comme la mise en jeu de lymphocytes T régulateurs, de certains types de réponses effectrices T type TH2, ou l'action de macrophages sur lequel je vais revenir dans un instant. D'une façon plus précise, qu'est-ce qui peut se passer ? Il se passe en fait beaucoup de choses directement via les produits de Mycobacterium tuberculosis. Donc je vous ai déjà dit que une étape clé du contrôle de l'infection par les macrophages, c'est la capacité de lysosomes, donc qui contiennent toute une série d'éléments, de protéines qui sont nécessaires à la destruction de la mycobactérie, de fusionner avec le phagosome et de constituer le phagolysosome capable de tuer les mycobactéries. Donc il y a toute une série d'étapes dans ce processus qui peuvent être bloquées par des produits de mycobactéries, notamment des produits de la paroi de mycobactéries, comme par exemple, on sait qu'une étape importante, c'est l'acidification, donc la baisse du pH du phagosome qui permet aux enzymes qui sont libérées par le lysosome d'agir sur les mycobactéries et sont aussi nécessaires au processus de fusion. Donc cette acidification peut être bloquée par certains produits de mycobactéries. Donc évidemment, si la fusion et les fonctions des protéines lysosomales ne se fait pas bien, ça favorise la réplication bactérienne, la mort cellulaire, le relargage des mycobactéries, ici, et la diffusion de l'infection. Également, par exemple, au sein du phagosome, les lipoarabinomananes, donc ce sont des
lipoglycosides qui sont présents dans la paroi des mycobactéries, ont toute une série d'actions inhibitrices qui bloquent les phénomènes de destruction des mycobactéries. Il y a aussi un autre processus qui est celui d'autophagie qui permet donc de séquestrer les mycobactéries dans d'autres types de vésicules et qui sont une façon ensuite de les tuer par le fait que les lysosomes sécrètent en leur sein des protéines microbicides. Donc le lipoarabinomanade, en bloquant le flux calcique, la formation de phosphoinositode triphosphate et en bloquant l'autophagie, limite également la réponse immunitaire. Donc les macrophages sont à la fois les effecteurs de la réponse immune, in fine, distaux, en tuant les cellules, les mycobactéries, via l'activation par l'interféron gamma, mais aussi peuvent être des cellules sanctuaires. Et probablement que les différents types de macrophages, notamment présents au niveau du poumon, n'ont pas la même action en termes de résistance ou de sensibilité aux mycobactéries. Les macrophages alvéolaires, qui sont d'origine embryonnaire, peu importe, sont relativement permissifs aux mycobactéries, alors que les macrophages qui sont dans l'interstitium du poumon sont plus résistants et tuent mieux les mycobactéries. Donc la nature des macrophages initialement infectés peut jouer un rôle. Et puis il y a toute une série d'événements dont j'en ai déjà évoqué quelques-uns, et je vais vous montrer quelques données expérimentales les concernant, qui constituent des facteurs de résistance de Mycobacterium tuberculosis aux réponses immunes de l'hôte. J'ai déjà évoqué l'inhibition de la fusion entre phagosomes et lysosomes. Il peut y avoir des modifications de métabolisme cellulaire, j'y reviendrai. Le mycobactérie peut, je vous verrai comment tout à l'heure, comment les mycobactéries, certains des produits des mycobactéries peuvent inhiber la présentation d'antigènes aux lymphocytes T, donc réduire la capacité des lymphocytes T à être activés et in fine à contrôler l'infection. Je vais vous montrer des données qui suggèrent, des résultats un peu étonnants, que les polynucléaires neutrophiles, qui par ailleurs sont des cellules, comme vous le savez, impliquées dans la phagocytose et la destruction de bactéries ou de champignons, peuvent exercer un effet délétère, en tous les cas chez la souris. Il y a également un effet délétère paradoxal en règle, même si ce n'est pas toujours le cas, des interférons de type 1, donc des réponses de l'immunité innée qui peuvent être déclenchées par la présence d'acides nucléiques de micro-organismes au sein de cellules, et aussi la génération de cellules myéloïdes suppressives. Je vais montrer quelques données qui vont dans ce sens. Ici, vous avez trois mécanismes induits par les mycobactéries, dont j'ai déjà dit un mot, qui sont illustrés. Tous les rectangles de couleur avec des abréviations correspondent à des produits de mycobactéries qui exercent telle ou telle fonction. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce que sont ces protéines, d'ailleurs j'en serais bien incapable, mais ce sont donc des facteurs de virulence de mycobactéries, en règle très souvent présents dans la paroi de la mycobactérie. Par exemple, PTPA et MCE3E agissent sur l'inhibition de la fusion entre phagosomes et lysosomes, par exemple. EXS1, SECA2, SAPM, excusez-moi, inhibe des voies d'activation des macrophages et des lymphocytes très importantes que sont la voie de ERK et des Jun kinases et les facteurs de transcription NF-kappa-B qui jouent un rôle important pour la sécrétion de cytokines qu'on a évoqué au moins certaines tout à l'heure, qui sont favorables au contrôle de l'infection, par exemple comme l'interleukine 12, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. Donc s'il y a moins de progression de ces cytokines, ça favorise la progression de la maladie. Et puis, troisième point, si de temps en temps la rupture dans un mauvais contrôle de l'infection, donc il y a une rupture des phagosomes, donc libération intracytosolique des mycobactéries, reconnaissance des acides nucléiques de mycobactéries de l'ADN par les senseurs d'ADN comme les toll-like récepteurs et d'autres, et qui vont induire la production d'interférons de type 1. C'est une réponse d'une immunité innée classique. Sauf que cette réponse d'immunité innée classique, en général impliquée dans le contrôle de beaucoup d'infections virales, on va le voir tout à l'heure, cet interféron de type 1 peut jouer un rôle favorisant l'infection. Vous avez déjà trois mécanismes ici sur ce schéma illustré d'une revue récemment publiée sur ce sujet. Trois mécanismes induits par la mycobactérie et qui favorisent sa résistance. On peut encore en ajouter. Sur le plan métabolique, à nouveau, vous avez ici les phagosomes contenant les bacilles et la production, par exemple, de SAT6, dont j'ai déjà dit un mot tout à l'heure, va modifier le métabolisme de glucose, favorise la pénétration de glucose par l'expression de ces récepteurs, favorise la glycolyse, donc l'utilisation chimique du glucose et la production de substances
de précurseurs qui permettent la synthèse de lipides. Je passe tous les détails. Et qui inhibent également la destruction des lipides, donc qui favorisent l'accumulation des lipides, qui explique probablement ces images de caséomes qui sont essentiellement constitués de lipides. Et ces lipides constituent une niche métabolique très favorable aux mycobactéries, les protègent contre les agents antimycobactériens et aussi peuvent être, dans certains cas, une source nutritionnelle parce que l'activation d'une protéine mycobactérienne qui s'appelle MSH1 permet aux mycobactéries d'utiliser les lipides comme substance nutritive. Donc c'est particulièrement malin, entre guillemets, de la part de la mycobactérie. On peut encore ajouter, et j'arrêterai là sur ce point ensuite, que les produits d'origine mycobactérienne peuvent inhiber, j'ai un tout petit peu dit, l'autophagie et la présentation antigénique aux lymphocytes T. Par exemple, il y a une toxine probable de la mycobactérie qui induit la mort cellulaire, la dissémination, ça c'est le premier point. D'autres substances bloquent l'apoptose, qui est un élément qui favorise la présentation des antigènes, et d'autres encore, on revient aux autophagosomes, ces protéines, avec des noms un peu complexes, réduisent l'expression des molécules HLA de classe 2, réduisent la présentation d'antigènes aux lymphocytes T, réduisent l'expression de molécules coactivatrices de l'activation des lymphocytes T, donc in fine, présentation d'antigènes et activation des lymphocytes T réduite. Donc toute une série de mécanismes engendrés par un grand nombre de facteurs de virulence des mycobactéries qui font que l'infection est difficile à contrôler. Bon, ça, je vous l'ai montré, je passe. Et alors, quelques données expérimentales ensuite sur les effets paradoxaux des polynucléaires neutrophiles, des interférons et le rôle suppressif de cellules myéloïdes comme les polynucléaires. Donc, ces données sont essentiellement fondées sur des données expérimentales chez la souris. Je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont des résultats intéressants, mais qu'on ne peut pas forcément transposer immédiatement à ce qui se passe chez l'homme. Donc il faut rester prudent. Mais néanmoins, vous avez ici un modèle d'infection de souris, de certaines lignées de souris qui sont sensibles à Mycobacterium tuberculosis. Donc elles sont infectées, on étudie leur survie, leur charge microbienne ou les aspects des lésions dans les poumons, donc ils ressemblent un peu à ce qui se passe chez l'homme. Et si on compare ce qui se passe entre des souris sauvages, wild type, et des souris dont on a inactivé le gène qui code pour le récepteur de l'interféron de type 1. On ne parle pas de l'interféron gamma ici, on parle des interférons de type 1. Et vous voyez un résultat qui peut paraître totalement paradoxal, c'est que les souris sauvages, c'est la courbe ici avec les points noirs, meurent rapidement de tuberculose, alors que les souris qui sont insensibles à l'interféron survivent. Elles ont une charge microbienne à un certain temps qui est plutôt un peu moindre, c'est une échelle logarithmique, et moins de lésions. Donc il apparaît au moins dans ce modèle expérimental que l'interféron de type 1 est délétère d'infection à mycobactéries, ce qui peut paraître un peu surprenant. On peut montrer que dans ces circonstances, c'est après 14 jours ou 21 jours, les souris qui n'ont pas de récepteur pour l'interféron de type 1, c'est en blanc ici, au bout de 21 jours, elles ont moins de macrophages inflammatoires au niveau pulmonaire, elles ont moins de neutrophiles, beaucoup moins de neutrophiles, et par contre, elles ont plus de macrophages alvéolaires, qui sont probablement plus protecteurs dans ce cas-là. Et si on regarde d'autres témoins de réponse immune ou d'inflammation, ici la production de chémokines, donc qui attire d'autres cellules inflammatoires. Si on regarde par exemple à J14, il y a une cinétique ici, les souris qui n'ont pas de récepteur interféron type 1 produisent peu de chémokines comparé aux souris qui n'ont pas été génétiquement modifiées. Idem pour cette cytokine. Et à nouveau, les polynucléaires, au niveau des liquides dans les alvéoles, on étudie le lavage de ces alvéoles, les souris qui n'ont pas de récepteur d'interféron de type 1 ont beaucoup moins de polynucléaires. Donc, ce qui suggère un rôle délétère des polynucléaires, dont je vais vous montrer qu'il est probablement le cas, au moins dans ces données expérimentales. Car si on traite ces souris par un anticorps qui va tuer les neutrophiles, les polynucléaires neutrophiles, on a à peu près le même effet que la protection apportée par l'inactivation du gène qui code pour le récepteur d'interféron de type 1. C'est-à-dire, paradoxalement, des souris qui n'ont pas de polynucléaire, au moins pendant un certain temps, se défendent mieux contre la tuberculose, contre Mycobacterium tuberculosis. Donc c'est un effet absolument paradoxal, évidemment, par rapport à l'idée a priori que l'on peut se faire de l'utilité de ces réponses immunes. Alors comment ça peut fonctionner, cette affaire? Donc le Mycobacterium tuberculosis, via l'induction de mort de macrophages, de nécroptose et d'inflammation, recrute des polynucléaires neutrophiles. L'interféron de type 1, qui est directement impliqué via des chémokines, également recrute des polynucléaires neutrophiles, qui eux-mêmes recrutent des macrophages inflammatoires avec un cycle d'auto-activation et qui créent des lésions
d'immunopathologie, en fait, qui sont propices à la propagation de Mycobacterium tuberculosis et donc à un non-containment au sein des granulomes qui sont mal organisés. Je vais passer ça pour ne pas être trop long. Et on peut montrer que d'une manière générale, c'est à peu près le même type d'expérience. Donc des cellules myéloïdes, dont les polynucléaires, ont un effet suppresseur de réponse immune. Ça, c'est le même type de résultat dans un autre contexte expérimental. Des anticorps antineurophiles permettent à des souris de survivre après une infection par Mycobacterium tuberculosis avec une charge bactérienne pulmonaire moindre. Ils ont moins de granulomes, plus petits et moins de zones pathologiques. Donc la maladie est réduite. Donc les polynucléaires, c'est la même affirmation du fait que les polynucléaires favorisent l'infection. Et on peut montrer aussi que des souris, si on compare deux lignées de souris, l'une étant relativement résistante à Mycobacterium tuberculosis et l'autre sensible, les souris sensibles ont plus de polynucléaires dans leurs poumons et également, dans une certaine mesure, plus de macrophages. Donc une réponse inflammatoire qui est défavorable, et ce qui est montré à nouveau ici sur l'image du bas, en nombre de cellules infectées cette fois-ci, qui est beaucoup plus élevé. Et on peut montrer aussi que ces cellules, elles inhibent l'activation des lymphocytes T. Si on fait des combinaisons cette fois-ci in vitro entre ces cellules myéloïdes et les lymphocytes T, plus on met, il faut le dire de la droite vers la gauche, plus on met un certain nombre de lymphocytes T en présence de ces cellules myéloïdes, moins la réponse T est bonne. Ici, c'est la division cellulaire. Là, c'est la production d'interférons gamma. Et ici, on montre que cette action suppressive nécessite la présence de substances comme l'arginase et NOS2, donc qui est liée à la synthèse d'oxyde nitrique, dans ces macrophages, puisque si ces gènes ne sont pas présents, l'inhibition est perdue. Donc ceci décrit cet effet inhibiteur qui peut être contré. Ça, ce n'est pas inintéressant, parce que si ce phénomène est exact chez l'homme, je suis obligé d'employer le conditionnel parce qu'il n'y a pas de données convaincantes chez l'homme, on peut le contrer avec une substance chimique qui est plus utilisée comme médicament, qui est l'acide transrétinoïque, qui active l'expression de certains gènes. Et on peut montrer que dans les modèles précédents, si on traite les souris avec l'acide transrétinoïque, on rétablit partiellement la réponse immune. Les souris traitées en noir, elles ont plus de lymphocytes T au niveau des lésions, moins de cellules myéloïdes suppressives, moins une charge bactérienne plus faible, comparée à l'image de gauche, moins de granulomes, plus petits granulomes, zone moins pathologique. Donc ceci n'est pas sans intérêt et a moindre effet suppresseur, j'ai oublié de le dire, des splénocytes immunosuppresseurs, inhibiteurs de la réponse immune. Donc comment on peut essayer de visualiser tout ce que je viens de vous raconter? Donc l'infection par les mycobactéries dans un milieu pro-inflammatoire avec notamment ces substances dont l'interleukine 6, le GCSF qui active la granulopoïèse, la fabrication des polynucléaires ou de la moelle osseuse. Donc on génère un grand nombre de cellules myéloïdes qui ont un potentiel suppresseur de réponse immunitaire T et B, qui peuvent être recrutées au niveau des lésions avec une facilitation par les métalloprotéinases, avec pour conséquence de limiter le recrutement des lymphocytes T, de créer une niche métabolique favorable aux mycobactéries qui leur permettent leur développement, et ces phénomènes peuvent être contrés par l'acide transrétinoïque. Donc si on fait l'hypothèse, mais là on est dans les si, que cette observation est correcte, est également valable chez l'homme, on pourrait envisager de traiter des patients avec des formes sévères de tuberculose par l'acide transrétinoïque. Mais là, encore une fois, avec un grand point d'interrogation sur la transposition des données. Je vais passer ça. Pour terminer, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes, je veux quand même dire un mot du vaccin, même si on pourrait en parler très très longtemps. Vous savez qu'on vaccine contre la tuberculose depuis 1924. C'est le bacille de Calmette et Guérin, donc presque 100 ans. Donc c'est une souche atténuée par des passages successifs in vitro qui a perdu certains facteurs de virulence, mais qui reste une mycobactérie capable d'infecter des macrophages et d'induire une réponse immunitaire. Donc depuis 1924, on a vacciné beaucoup de personnes dans le monde, 4 milliards de doses administrées, donc c'est assez considérable. Mais l'efficacité de ce vaccin est assez décevante. Ce qu'on sait, c'est qu'il protège un peu, pas complètement, de la tuberculose extrapulmonaire et aussi un peu des miliaires, mais en particulier la méningite, qui est évidemment une maladie épouvantable, rare mais épouvantable, de la méningite à tuberculose, protège les jeunes enfants, les nourrissons et les enfants, ce qui explique
qu'encore aujourd'hui, en France, sans que ce vaccin n'est plus systématiquement administré, mais il est encore dans une certaine mesure recommandé chez les jeunes enfants. Mais, et ça c'est vraiment une lacune majeure du BCG, il ne protège pas contre le risque de tuberculose pulmonaire de l'adulte, qui est quand même le gros de la pathologie pulmonaire. Donc la question qui se pose et qui n'est pas résolue à ce jour, c'est qu'est-ce qui explique le fait que ce soit un vaccin finalement peu efficace, et est-ce qu'on peut l'améliorer? Je vais vous montrer une tentative d'amélioration. On estime que le BCG est assez efficace pour stimuler l'immunité des lymphocytes TCD4, production d'interféron gamma, etc., d'activer des lymphocytes T non conventionnels, mais apparemment il n'active pas les lymphocytes TCD8. Donc peut-être que c'est la faiblesse du BCG, encore que ceci est à démontrer complètement. Du coup, il y a toute une série de recherches en cours, et je vais vous montrer un exemple, de générer de nouveaux vaccins en utilisant des BCG modifiés pour les rendre plus immunogènes, plus puissants dans leur capacité d'induire les réponses T, pareil, en ajoutant des éléments de vaccin contenant certains autres antigènes de mycobactéries. Un exemple, c'est un BCG modifié qui contient deux substances supplémentaires, une que connaît bien M. Lecuy qui va parler ensuite, la listériolysine, et une autre qui s'appelle l'uréase C. L'expression de ces protéines a pour conséquence de en partie, faire que la mycobactérie est moins capable de bloquer la fusion entre phagosome et lysosome, donc ça rend la mise en jeu des réponses immunes plus efficaces, et aussi de perturber la structure de la membrane lysosomale qui peut permettre un certain degré de fuite bactérienne dans le cytosol favorable probablement à la présentation croisée d'antigènes aux cellules dendritiques. Donc l'idée, c'est que la présence d'acides nucléiques mycobactériens dans le cytosol, en activant les récepteurs d'ADN, ce n'est pas si simple parce qu'on a vu que ça peut activer l'interféron de type 1 qui est peut-être délétère, mais enfin, est capable aussi d'induire une inflammation comme liée à la production d'interleukine 1, d'interleukine 18 et l'autophagie, favoriser la présentation croisée, donc la captation d'antigènes par les cellules dendritiques, présentées par les molécules d'âge classe 1, et l'activation non seulement des lymphocytes TCD4, mais aussi TCD8. C'est l'idée, le concept de ce vaccin. Un tel vaccin qui est développé par Stefan Kaufmann, où j'ai déjà indiqué le nom, qui travaille à Berlin sur les mycobactéries. Il a déjà été en partie testé chez la souris. Il est assez efficace, puisqu'il permet, là où le BCG classique permet de réduire d'un facteur 10 la charge en mycobactéries après challenge infectieux, il diminue la charge bactérienne d'un facteur 100, donc c'est un facteur 10 de gagné, ce qui peut être intéressant. Et ce vaccin est testé chez l'homme, mais pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Il a été testé en phase 1, c'est-à-dire en termes d'effet de dose, et en phase 2 et de sécurité, chez des nouveau-nés et des enfants exposés au VIH déjà depuis plusieurs années. Et il y a une phase 3 en cours où on compare de façon randomisée chez des patients tuberculeux si ce vaccin peut prévenir la rechute. Donc c'est des sujets qui sont déjà infectés. Mais on n'a pas de données à ce jour. Est-ce que ce type de stratégie est susceptible d'améliorer la vaccination ou est-ce qu'il faudra d'autres tentatives? Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question. Et donc pour conclure, je voudrais dire que la tuberculose, vous l'avez compris, reste une maladie assez grave, qu'en particulier la problématique de la co-infection avec VIH, et donc dans un contexte de déficit immunitaire et d'association à la résistance aux agents antimycobactériens, pose des problèmes pour ces malades et d'une manière plus générale en termes de recrudescence d'infection par des tuberculoses résistantes aux agents antimycobactériens, que la coévolution entre la mycobactérie et l'homme a permis à Mycobacterium tuberculosis de sélectionner de nombreux systèmes de résistance, j'en ai évoqué quelques-uns, résistance contre les différentes réponses immunes de l'autre, et que 10 fois sur 100, ça marche, puisque l'infection, en l'absence d'intervention médicale, provoque une maladie et la mort. L'interféron gamma joue un rôle majeur, mais pas exclusif dans l'immunité antimycobactérie. Les facteurs génétiques de susceptibilité-résistance qui font que 10% des individus seulement sont malades ne sont que très imparfaitement connus, et qu'en termes de conséquences générales, on est encore loin du compte en termes de protection avec l'obtention de vaccins vraiment efficaces et sûrs pour éviter la poursuite de la propagation de la tuberculose. Voilà, je vais m'arrêter là.